Je m'appelle Pierre Baumel, je suis chercheur en modélisation au CIRAD. Je vais présenter ce que c'est que le CIRAD rapidement après. Et je suis spécialisé en modélisation participative. Et là, sur l'image que vous avez sur sur la page de garde de cette présentation, c'est une photo qui a été prise en Amazonie pour travailler avec des acteurs locaux, principalement des agriculteurs et des pêcheurs de l'Amazone, sur les dynamiques socio-environnementales avec un aspect économique euh, de la zone, d'une zone qui s'appelle Kuruai en Amazonie. Et on utilise, vous voyez là, hein, donc des vidéoprojecteurs simplement qui sont projetés à l'horizontale sur une table et les gens en fait interagissent avec cette simulation informatique. Donc, mon cours s'appelle Modélisation multi-agent pour des applications pour la gestion des ressources naturelles, avec deux aspects. Donc, un aspect plus sur qu'est-ce que c'est que la simulation multi-agent, et un aspect plus sur ce qu'on appelle une approche, l'approche commode, qui veut dire en anglais companion modeling ou modélisation d'accompagnement, qui est une approche qui explique un peu comment nous utilisons la modélisation dans le cadre de nos travaux au CIRAD. Bienvenue à la cinquième personne. Alors, je continue, c'est là. Voilà. Donc, le CIRAD, c'est un centre de recherche français qui signifie Coopération internationale de recherche en agronomie pour le développement. C'est un centre basé à Montpellier, dans le sud de la France, mais qui a pour but de travailler dans toute la région, la ceinture tropicale. Et le CIRAD est composé de trois départements de recherche. Le département BIOS, qui est beaucoup plus ciblé sur les systèmes biologiques, donc au niveau microscopique, on va dire. Le département PERSIST, qui travaille au niveau des systèmes de production, des exploitations. Et enfin, un département qui s'appelle ES pour Environnement et Société, qui travaille donc, à une échelle beaucoup plus macroscopique. Et l'unité dans laquelle je suis, qui s'appelle l'UMR Sens, appartient à ce département. Sens, ça signifie savoir, environnement et société. Vous avez le site web ici. C'est une unité de recherche très interdisciplinaire, avec une prépondérance en SHS, en sciences humaines et sociales, mais avec aussi des aspects biophysiques et techniques. Par exemple, nous avons dans Sens développé une plateforme de modélisation et de simulation multi-agent qui s'appelle CORMAS et que je vais vous présenter assez rapidement. Dans le cadre de cette UMR, donc, nous donnons des cours à la modélisation multi-agent, donc le fameux cours MIS-ABMS qui a lieu tous les ans en septembre. Je vais revenir sur ce point à la fin de mon diaporama. Et des cours sur l'approche commode, qui est une école chercheur aussi, qui a lieu aussi tous les ans, un petit peu après MIS-ABMS, souvent en octobre. Ces cours, le MIS-ABMS est en anglais, et l'approche commode, l'école chercheur commode est en français, mais on est capable aussi de s'adapter à la demande, à faire de nouvelles formations à la demande en anglais, en français, en espagnol ou en portugais. Donc, Corma, c'est une plateforme qui veut dire Common Pool Resources and Multi-Agent System. C'est une plateforme déjà ancienne qui est disponible gratuitement en ligne, que je vais vous présenter rapidement. Et Commode, voilà, il y a un site web www.commode.org qui spécifie, qui explique un peu qu'est-ce que c'est que cette démarche. Donc, si vous avez, à la fin donc, de la présentation, vous aurez tous les liens utiles pour aller accéder à ces ressources. Alors, je vais commencer par une première question. Qu'est-ce qu'un modèle? Ça pourrait, euh, c'est pas une question très, en fait, très scientifique, mais, mais beaucoup plus une question de jour à jour, de la vie de tous les jours. Un modèle, c'est quelque chose qu'on a toujours dans la tête et on est toujours en train de modéliser. Un modèle, c'est une représentation simplifiée d'une réalité et nous modélisons à tout moment de notre journée, de notre vie pour anticiper qu'est-ce que nous allons faire dans le futur, comment nous allons manger ce soir, qu'est-ce que nous ferons dans un mois, etc.
Et des exemples de modèles, ben, par exemple, une carte est un modèle. Sur une carte routière, par exemple, nous allons montrer les principales caractéristiques d'une zone, d'un terrain, et on va en fait éliminer d'autres détails de cette zone. Ici, là, c'est une carte de l'endroit d'où je vous parle, là, pas loin de Pézenas, en France, dans le sud de la France. Au-dessus, nous avons une photo aérienne de la zone, et en bas, un modèle de cette zone, une carte routière qui montre cette zone. Donc, vous voyez bien qu'il y a quand même une différence entre la photo et la carte. Dans la carte, dans le modèle, on va aussi définir une échelle, à quelle échelle on travaille, et définir quelles sont les limites du système, qu'est-ce qu'on inclut dans le système et qu'est-ce qu'on exclut. Et surtout, on va en fait omettre beaucoup d'éléments. On va éliminer des éléments qui n'aident pas à comprendre l'objectif de ce modèle, de cette carte. Et par contre, on va en amplifier d'autres. Par exemple, là, la route, elle est énorme, cette autoroute rouge là sur la carte. On voit qu'elle est énorme, alors qu'en fait sur la photo, on la voit à peine, quoi. Et en fait, c'est ça la modélisation, c'est d'amplifier certains éléments et d'éliminer d'autres. En fait, un modèle, c'est une représentation de la réalité. On va reformuler, représenter de façon simplifiée cette réalité en gardant à l'esprit que ce modèle est fait pour un utilisateur et que ce modèle doit être facilement communicable. Ainsi, donc, un modèle, comme une carte, il a un objectif. Et l'objectif pour une carte routière, c'est d'aider un automobiliste ou un piéton à se déplacer dans un paysage et à savoir comment s'orienter. Voilà. Un autre exemple de modèle, ça, c'est ce qu'on appelle un bloc diagramme d'un cœur humain. Ce n'est pas un cœur humain, c'est une représentation du cœur humain. En plus, il est coupé et en plus, il explique un peu le fonctionnement, les flux du sang à travers cet organe. Dans la modélisation, souvent, quand on parle de modélisation, alors on peut avoir des modélisations statiques, des représentations donc de type statistique qui expliquent un peu des phénomènes de façon statistique. Mais très souvent, dans la modélisation, on va utiliser le modèle pour faire des simulations. Et la simulation, c'est l'expression du modèle dans le temps par la mise en mouvement de ces mécanismes. Donc, on a un modèle qu'on peut considérer comme une espèce de boîte noire avec des mécanismes à l'intérieur, et on va dérouler ces mécanismes dans le temps afin d'obtenir une simulation au cours du temps. On va pouvoir ainsi suivre l'évolution de certains indicateurs au cours du temps qui sont simulés par le modèle. On peut donc utiliser la simulation comme une approche rétrospective pour savoir ce qui s'est passé hier ou dans le passé et essayer de réexpliquer ce qui s'est passé au cours du temps dans le passé. J'ai des collègues de Toulouse, par exemple, qui utilisent la modélisation pour travailler en archéologie, pour essayer de représenter l'évolution de populations humaines il y a 40 000 ans. Et on peut aussi avoir utilisé la modélisation comme une approche prospective pour se projeter dans le futur et pour essayer de voir comment pourraient évoluer ces indicateurs au cours du temps dans notre futur. Donc, en fait, un modèle est une caricature, est une représentation caricaturale de la réalité, et un simulateur, c'est une espèce d'imitateur de la réalité qui grossit les traits et qui en élimine d'autres. La simulation, on va donner des entrées, ce qu'on appelle des inputs à un modèle, et on va regarder ce qui se passe en sortie, des outputs ou des indicateurs, que nous allons pouvoir comparer à des observations sur le terrain. Il faut savoir faire attention que finalement, le modèle, ce n'est pas une boule de cristal qui nous permet de nous prédire l'avenir, mais de mon point de vue, il est plus intéressant de considérer la simulation comme une béquille pour mieux expliquer des mécanismes et pour mieux comprendre des choses. Voilà. Et je tiens à souligner cette importance-là. On voit souvent, même dans des articles scientifiques, nous avons fait un modèle pour prédire quelque chose. Et en fait, la prédiction, c'est quelque chose de dangereux. En fait, on n'est pas Madame Irma. Nous ne faisons pas des modèles pour prédire, mais pour mieux aider à comprendre comment un système peut évoluer, pourrait évoluer, et comment il peut se comporter au cours du temps.
Alors, il y a deux grandes catégories de modèles de simulation, ce qu'on appelle les modèles à compartiments, ou on appelle ça aussi des modèles holistiques ou systémiques. Généralement, ce sont des modèles à équations différentielles mathématiques, où on va considérer des variables globales et leur évolution au cours du temps à partir d'équations différentielles. Je ne vais pas présenter ce type de modèle aujourd'hui. Et l'autre grand type de modèle, c'est ce qu'on appelle les modèles multi-agents. On appelle ça, vous verrez souvent en anglais ABM pour Agent-Based Models, donc des modèles à base d'agents aussi, on dit en français. C'est une approche qu'on va dire constructiviste qui permet d'articuler les comportements individuels des agents, donc le local, avec ce qui se passe au niveau global, au niveau du système. Et donc, on est plus là dans le domaine de la programmation informatique. Alors, par exemple, je vais expliquer ça avec un modèle très, très simple de modèle d'épidémiologie, ou ce qu'on appelle SIS, système susceptible infecté, qui montre un peu, en gros, l'évolution dans une population de personnes qui sont malades et des personnes qui sont saines. Après le Covid, c'était intéressant de travailler sur ce genre de modèle, hein, vous allez voir. Et donc, les modèles à compartiments, ce qu'on appelle aussi parfois des modèles stock and flow, pardon, on va identifier en fait deux compartiments, la boîte bleue, la boîte des personnes saines, et la boîte rouge, la boîte des personnes infectées. Et on va dire qu'il y a des flux qui sortent d'une boîte vers l'autre. Et ces flux, par exemple, c'est le taux d'infection pour passer de la boîte bleue à la boîte rouge, et qui dépend d'un paramètre qu'on appelle bêta, le taux d'infection, qu'on peut par exemple fixer à 0,3, le nombre de personnes susceptibles, donc les sains, et le nombre de personnes infectées. Et donc, si on a beaucoup de personnes saines et très peu de personnes infectées, on aura un faible flux des malades vers les infectés. À l'inverse, on peut avoir des malades qui redeviennent des personnes saines après un certain temps, donc ce qu'on appelle la recovery en anglais, et qui dépend aussi, pour ce coup-là, d'un paramètre qu'on appelle gamma, qui est le taux de récupération, qu'on peut fixer à 0,1 par exemple, et qui ne dépend aussi que de I. C'est-à-dire que quelle que soit la taille de S, le flux de I vers S ne dépend que de ce gamma et de I. Et donc là, de façon un peu plus formelle, on a à gauche là un système à deux équations différentielles, delta S sur dt et DI sur dt. Et donc là, en fait, ds sur dt, c'est le flux qui sort de S, et c'est égal à moins tout ce qui sort de S, donc moins bêta IS, donc ce flux de bleu vers rouge, plus tout ce qui arrive dans la boîte bleue, plus gamma I. Et à l'inverse, les flux qui arrivent dans I, c'est plus bêta IS et moins gamma I, tout ce qui sort. Avec ça, on peut, avec les outils mathématiques, savoir à quel moment le système va arriver à l'équilibre. Donc, c'est quand on a ds étoile sur dt égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mouvement, ou il y a plutôt un mouvement qui s'équilibre. Et là, on observe, en fait, on a des courbes d'évolution de ces populations. Donc, si vous prenez la courbe pointillée en bas, en rouge, on a très peu d'individus malades au début. Et en fait, cette population de malades augmente jusqu'à arriver à un point d'équilibre à peu près à 65%. À l'inverse, pour la population bleue pointillée tout en haut, au début, la population est quasiment 100% saine. Il y a quelques malades. Et très progressivement, la taille de la population saine décroît jusqu'à arriver à un autre équilibre à peu près de 30%. Voilà. Donc ça, ce type d'outil mathématique nous permet de décrire un peu les évolutions possibles d'une population de personnes qui peuvent être saines ou infectées. On peut faire le même type de travail avec un ABM, avec un système multi-agent, où là, S, c'est le nombre d'individus susceptibles et I, le nombre d'agents malades. Le taux d'infection bêta, on va le transformer en une probabilité pour chaque individu d'être infecté lorsqu'il est en contact avec une personne malade. Et gamma, le taux de récupération qui vaut 10%, on va le transformer, par exemple, en une période de récupération. Quand je suis malade, ils vont dire, il me faut 10 jours pour devenir une personne saine.
Donc, il y a quand même des différences entre ces deux types d'approches. Vous voyez bien qu'au niveau multi-agent, on va travailler sur les personnes, les agents, alors que sur le modèle mathématique, on va travailler sur des compartiments d'agents, d'individus. Mais on ne va pas identifier des individus, alors que dans le modèle multi-agent, là, vous voyez un espace spatialisé pour le coup, là, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt, où on a des agents, des petits bonhommes rouges ou verts, ou bleus, enfin, qui vont se déplacer aléatoirement, et à chaque fois qu'ils vont rentrer en contact l'un et l'autre, ils ont la probabilité d'être infectés. Et à la fin, on va faire des simulations et on peut observer ce type d'évolution au niveau des indicateurs au cours du temps, où on voit finalement que, en fonction des valeurs des paramètres et des conditions initiales, on a des courbes qui convergent vers des résultats assez semblables. Ils sont différents, mais assez semblables. Pour le système multi-agent, on a l'impression que c'est un peu plus chaotique que dans le système mathématique, qui est beaucoup plus lissé. Ça va, je ne vais pas trop vite? Tout le monde suit? Je continue alors. Oui, Hmm. Alors, pourquoi considérer chaque individu dans les systèmes multi-agents? Les modèles mathématiques font souvent l'hypothèse que les individus sont indifférents dans une population et interchangeables. Euh, Or, on sait très bien qu'il y a un principe de localisation des interactions. Un organisme donné est principalement affecté par les organismes qui sont autour de lui et aussi par les conditions environnementales qui se trouvent dans son voisinage. Et par ailleurs, on peut aussi considérer qu'un individu est unique et que son comportement à lui seul peut affecter l'ensemble du système. Plutôt que de faire de longues phrases, je vais expliquer avec un exemple. On a par exemple un champ carré où on va planter des graines. On va planter 16 graines d'un arbre. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Et on va laisser croître dans des conditions environnementales constantes. Et là, on va voir qu'en fait, cet arbre, au cours du temps, A, B, C, ces arbres vont évoluer de façon un peu semblable. Et à la fin, on a un champ, typiquement un champ d'olivier, où on a des arbres plus ou moins de même taille. En bas, on a le même champ, on a les mêmes 16 semences, mais on va les distribuer de façon aléatoire, spatialement. Là, vous voyez, donc c'est spatial. Je viens progressivement à la spatialisation. Et en fait, en laissant croître ces semences, on voit que certaines sont isolées et vont capter plus d'eau et plus de lumière que d'autres qui vont entrer en compétition les unes avec les autres. Et ce qui fait qu'au cours du temps, en fait, à la fin, on aura des très gros individus et des petits individus, et on aura d'ailleurs même moins de ces arbres, on aura certains qui auront disparu, auraient été éliminés par les autres, par un phénomène de compétition interspécifique. Donc là, vous voyez un exemple très simple qui permet d'illustrer pourquoi parfois il est intéressant de considérer chaque individu et les interactions locales. Euh, je vais vous présenter donc une simulation assez simple pour vous expliquer un peu les principes de la simulation multivariate. À partir d'un modèle, d'une réplication d'un modèle qui a été créé par deux scientifiques américains, Piper and Smoot, dans les années 2000. Ce modèle s'appelle ESSEC pour Evolution of Cooperation in an Ecological Context. Je vais essayer d'aller assez rapidement pour vous décrire un peu comment fonctionne ce modèle. Dans ce modèle, on a deux types d'entités, de la végétation et des ruminants. Les plantes, en fait, sont des agents qui sont créés seulement une seule fois au début de la simulation. Elles ne bougent pas, elles ne se reproduisent pas, elles ne meurent pas. Leur seul comportement est de croître en fonction d'une fonction mathématique qu'on appelle la fonction logistique. La biomasse, ici, à T plus 1 d'une plante, c'est sa biomasse au temps précédent, plus un facteur de croissance qui dépend de deux paramètres, un taux de croissance, le petit r ici, et K, une capacité de charge. Et quand on regarde dans le temps, cette plante, elle va croître au début très, très doucement, très progressivement, puis après, elle va avoir comme une croissance exponentielle, sauf qu'au bout d'un moment,
K, la capacité de charge va jouer, et en fait, cette croissance va euh, bifurquer, s'influer, s'écraser sur une tangente, sur un maximum, ce qu'on appelle donc la capacité de charge. Et donc, en fait, cette plante va croître très lentement au début, puis très rapidement, puis à nouveau va croître assez lentement jusqu'à arriver à son maximum. Un instant, Pierre. Oui, Donc, le trait en pointillé, c'est s'il n'avait pas de la capacité de charge. voilà. Le trait en pointillé bleu, il n'y a pas de capacité de charge, on a une croissance exponentielle à la Malthus, en fait. En fait, ce modèle logistique, cette équation logistique, elle a été créée par un mathématicien belge qui s'appelait Jean-François Verhulst, qui a essayé justement pendant tout son travail de mathématicien de contrer le modèle de... Ah bah, je viens de le dire, j'ai un trou de mémoire là. Le, le modèle de croissance illimitée. Et donc, en fait, il a proposé cette équation logistique De Malthus. de Malthus, merci. Le modèle de Malthus. Pendant toute sa vie, donc c'était au 19e siècle, il a travaillé sur ce modèle pour montrer que les croissances des populations, n'importe lesquelles, n'étaient pas infinies, et pas exponentielles, mais qu'au bout d'un moment, elles se stabilisaient. Et, euh, et ce modèle logistique, donc, est maintenant très, très utilisé dans beaucoup de domaines, en économie, en sociologie, en biologie, bien sûr. Et là, nous le réutilisons dans ce modèle-là pour montrer la croissance de chaque plante. Les autres types d'agents, ce sont les ruminants, on appelle ça en anglais les foragers. Et à chaque step, à chaque pas de temps, chaque ruminant brûle une quantité d'énergie en fonction d'un taux catabolique. C'est-à-dire que ces ruminants perdent 2 points d'énergie par pas de temps. Et quand leur énergie arrive à zéro, ces animaux meurent. Ils sont trop maigres et ils meurent. Par contre, les ruminants vont se nourrir des plantes qu'ils trouvent et ils vont augmenter leur niveau d'énergie en diminuant celui des plantes. Ils vont prendre de la biomasse aux plantes, ils vont la transformer en énergie. Et on a 2 types de ruminants dans cette simulation qui diffèrent seulement par leur façon de se nourrir. On est les animaux bleus, qui sont des animaux restreints, qui ne vont manger que 50% des plantes qu'ils rencontrent. Alors que les rouges, les non restreints, vont manger 99% de la plante qu'ils rencontrent. Je continue. Ces animaux aussi ont la capacité de se reproduire en fonction d'un seuil de fertilité qui est fixé à 100 dans ce modèle-là. Et ils vont se reproduire de façon très simplifiée, à nouveau, ce n'est pas un modèle réaliste. Ils vont se reproduire de façon asexuée. Un rouge va créer un animal rouge, un nouveau-né rouge, qui va hériter de ces mêmes caractéristiques. Et un bleu va mettre au monde un nouveau-né bleu. Et chaque animal, chaque parent va donner la moitié de son énergie à son nouveau-né. Voilà. Et dernière description de ce modèle, ces agents se déplacent. Et en fait, ces agents ont une vision limitée et locale de l'environnement où ils se situent. Ils ont une vision de là où ils se trouvent, comme sur l'image là, et autour d'eux. Le reste, ils n'ont pas accès. Donc, en fait, en fonction de cette information-là, ils vont choisir l'endroit où ils vont se déplacer pour aller manger. Et ils vont se déplacer donc vers, par exemple ici, vers ce qu'on appelle une cellule ou une zone où il y a le plus de nourriture pour aller se nourrir. Si, en fait, autour d'eux, c'est quasiment désertique, il n'y a pas assez d'énergie pour contrer leur niveau métabolique, et dans ce cas-là, ils se déplacent aléatoirement autour d'eux. Et voilà. Ça, c'était une description un peu textuelle de ce modèle multi-agent. Et maintenant, je vais une description un peu plus formelle en utilisant ce qu'on appelle le formalisme UML. UML, ça veut dire Unified Modeling Language, qui est un langage de modélisation unifié pour décrire un système multi-agent. Et là, c'est un diagramme de classe qui représente en fait ce système. Donc, on a un paysage à gauche ici qui est de parcelles, composé de parcelles. Chaque parcelle est connectée avec 8 voisines et chaque parcelle a sa propre valeur de biomasse et 2 paramètres K et R qui lui permettent de mettre en place sa croissance. Donc, cette équation. Sur cet espace, on peut avoir 0 ou 1 occupant sur une parcelle donnée. Chaque occupant est un ruminant qui est situé sur une seule parcelle.
Et chaque ruminant, donc, a 4 attributs. Son propre niveau d'énergie, qui est fixé à 50 au début, mais qui va évoluer au cours du temps. Un niveau catabolique de 2, une limite de fertilité de 100 et un taux de consommation. Et ce taux de consommation, il est redéfini dans 2 sous-classes de ruminants. Le restreint, pour lequel le taux de consommation égale 50%, et le non restreint, pour lequel le taux de consommation vaut 99%. Voilà, ça c'est une représentation un peu formelle de ce modèle multi-agent. Ce diagramme de classe, en fait, il n'est pas facile à faire, mais par contre, il est très facile à expliquer. Et nous en servons beaucoup pour expliquer un système réel avec les acteurs avec lesquels on travaille. Ça, c'est un diagramme de séquence, un pas de temps, un pas de temps séquentiel en UML aussi, qui décrit l'évolution d'un pas de temps. Au cours d'un pas de temps, on va demander à toutes les cellules, toutes les végétations, de faire leur évolution, leur croissance. Puis après, on va mélanger aléatoirement les agents et on va demander à chaque agent de faire leur activité de ce pas de temps. Et à la fin de ce pas de temps, update entities, on va éliminer les agents qui sont morts et on va rajouter les agents qui sont arrivés. Et dernier diagramme, c'est un diagramme d'activité en UML à nouveau, qui permet de décrire le comportement, les règles de comportement d'un ruminant. Au début d'un pas de temps, le ruminant brûle de l'énergie, puis il bouge, puis il mange. Puis, si son énergie est supérieure à 100, il se reproduit. Et si son énergie est inférieure à 0, il meurt. Et ça, ce phénomène-là va être répété à chaque simulation. Voilà. Pour être un peu plus interactif, je vais vous montrer directement une simulation sur la plateforme Cormas.